Alors, il y a eu récemment sur les grandes questions, l'émission Les grandes questions animée par Francis-Olivier Gisbert, un débat qui était autour de la question: la France est-elle toujours le pays des Lumières? Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Lorsqu'il y a une influence qui s'est exercée à une époque, elle perdure d'une manière ou d'une autre, bien au-delà de la période concernée. Mais ce n'est pas sur ce point que je reviens tout l'instant, c'est sur la question de la révolution. Alors je crois que c'est Mattei qui disait dans cette émission, non, c'était Kahn, qui était associé justement, dont je me souviens comme responsable à une époque de la revue Marianne. Et il disait: une révolution, c'est imprévisible. Extraordinaire, ça, comme dit. Alors que le mot révolution est emprunté à l'astronomie pour dire quelque chose qui revient régulièrement. Mais lui, il jouait sur les mots en disant: la révolution copernicienne, c'est justement une révolution qui remet tout en question. Mais ça, c'est du bricolage intellectuel. Parce que l'utilisation du mot révolution copernicienne, c'est très particulier comme usage. Par définition, la révolution, peut-être que le mot est parfois mal employé, peut-être, mais la révolution, c'est quand un astre démarre un nouveau cycle. Alors effectivement, j'en ai parlé au niveau de l'astrologie yin-yang. La révolution, c'est une nouvelle phase yin. C'est-à-dire lorsque l'on va être ouvert à tout. C'est comme le départ d'une nouvelle course. Tout le monde est là, très bien. Et petit à petit, au bout d'un certain temps, il y a une contre-révolution qui s'instaure, c'est-à-dire que l'on dit non, on ne va pas rester ouvert, on va se refermer. Et c'est la phase yang. Donc, c'est tout à fait prévisible. Sur le plan astrologique, c'est totalement prévisible. Donc déjà, dire que quelque chose est imprévisible, c'est selon les outils dont on dispose à un moment donné, dont certains groupes disposent à un certain moment. Mais qu'est-ce que par essence la révolution soit imprévisible, c'est une absurdité. Elle est prévisible, mais elle n'est pas forcément prévue. Elle est prévisible parce que ce sont des choses qui sont mécaniques en quelque sorte, comme on parle de mécanique céleste, mais c'est une mécanique dont les personnes concernées, impliquées, ne sont pas forcément conscientes. Alors, est-ce que quand on n'est pas conscient de quelque chose, est-ce que c'est imprévisible? L'enfant qui naît et qui ne sait pas encore qu'il y a le jour et la nuit, l'été et l'hiver, est-ce que ça veut dire que c'est imprévisible? Non, c'est imprévisible pour lui, parce que lui, il n'est pas au courant de cela. Mais ce n'est pas en soi imprévisible. L'alternance jour et nuit, l'alternance des saisons, n'est pas imprévisible. Mais elle peut avoir été imprévue par la personne en question. Donc c'est intéressant de confondre un phénomène en disant que ce phénomène, il n'est que ce que on en sait. Non. Le phénomène existe et ça ne dépend pas de ce qu'on en sait. Il y a des choses dont une minorité est au courant. Alors à ce moment-là, est-ce que le phénomène existe pour cette minorité, mais pas pour ceux qui ne sont pas dans la minorité? Donc le même phénomène existerait et n'existerait pas, serait ou non prévisible, selon les personnes. Alors, ça me permet de dévier vers un autre questionnement, qui n'est pas sans lien. Là aussi, je rebondis sur des discussions qui ont lieu dans les grandes questions de Francis-Olivier Gisbert, à savoir
Quand il y a un changement, on parlait l'autre jour de transhumanisme, etc. Un changement, est-ce qu'il faut penser un changement à l'échelle de toute l'humanité ou un changement pour tel et tel groupe? Or, la tendance consiste souvent, dans cette émission ça paraît assez flagrant, à imaginer immédiatement le changement pour tout le monde. Et pourquoi voudriez-vous que le changement ait lieu pour tout le monde? Ce serait mettre tous ses œufs dans le même sac, dans le même panier. Non. Il faut penser changement et se dire quelle est la population qui serait sujette à ce changement. Et pas dire le changement pour toute l'humanité, parce qu'on arrive à des absurdités. Certaines évolutions peuvent être, certaines expérimentations, parce que dans les changements on est dans l'expérimentation, peuvent être réservées à telle et telle population, à telle et telle entité. Et je trouve ça énervant que l'on réfléchisse maintenant à l'échelle de toute l'humanité. Non, expérimentons. Depuis 1989, avec la chute du mur de Berlin, bien qu'il y ait maintenant la charte de l'islam, on n'accepte pas la diversité. Heureusement qu'il faut de la diversité. Heureusement que l'expérience communiste n'a pas été appliquée à toute l'humanité. Encore heureux. Donc, quand on fait des expériences, il faut circonscrire le moment, le temps et l'espace dans lequel on va mener à bien, ou en tout cas lancer cette expérience. De la même façon que dans l'enseignement, il faut aussi ce qu'on appelle des formules pilotes. Il faut essayer des choses. Vous me direz, ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on serait à l'encontre du principe d'égalité. Pourquoi ferait-on des expériences avec les uns et pas avec les autres? Vaste débat. Aussi bien positivement que négativement d'ailleurs. Pourquoi certaines populations bénéficieraient ou subiraient ces expériences? Ben oui. Je crois qu'il va falloir comprendre que la question de l'égalité ne signifie pas pour autant que l'on traite tout le monde de la même manière. On traite, pour pouvoir s'apercevoir si quelqu'un est valable, il faut le mettre dans un contexte égalitaire, mais très rapidement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cette égalité, elle disparaît. Là, nous allons avoir en quelques heures ou quelques jours l'arrivée du Tour de France. Eh bien voilà, il va y avoir un vainqueur. Et on n'est plus dans la même situation qu'au tout début du départ du Tour de France de 2018. Une décantation qui se fait. Donc l'égalité des chances, elle est là au départ, mais très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une sélection, il y a un classement général. Donc, il faut repenser la question de l'égalité. Parce que si la question de l'égalité empêche de faire des expériences sur des populations limitées, ça ne va plus, parce que c'est trop dangereux. Mettre tous ses œufs dans le même panier, ça n'est pas possible. Donc, imposer un même régime à tout le monde, ça n'est pas possible. Pour toutes sortes de raisons. Donc, l'une, c'est que, effectivement, parfois, ça n'est pas économiquement possible. Mais vouloir, dès le départ, fixer une règle commune, à laquelle on tiendra mordicus, ça c'est inacceptable. Qu'à un certain moment, il faille dire, voilà, il y a un groupe de gens, il va falloir les départager, oui, ça c'est possible. On va les départager d'abord en leur donnant des données identiques à chacun. Mais ensuite, paradoxalement, ces données identiques, elles sont là pour montrer qu'avec ces mêmes données identiques, eh bien, les gens n'en font pas le même usage
et n'en tire pas le même avantage. Donc tout de suite, l'égalité débouche sur l'inégalité. Voilà ce que j'avais à dire en ce vendredi, le dernier vendredi de ce mois de juillet.